Exactement. bon, on a pris un petit peu de retard. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Dimitri? Bien entendu, avec plaisir, Christophe. Donc, je me présente, Dimitri Boujard, avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis également investisseur immobilier depuis 2000, donc j'ai pas mal d'années d'expérience derrière moi dans l'investissement immobilier et je suis également infopreneur et entrepreneur, tout simplement. D'accord, génial. Génial. Bon, tu es spécialisé dans le droit de l'immobilier. Du coup, tu connais assez bien les deux facettes, les deux côtés de la barrière. En tant que fiscaliste et spécialisé dans le droit IMO, et en tant qu'investisseur, c'est important de s'entourer de gens qui comprennent et qui font les mêmes démarches que nous, que ce soit à la banque, que ce soit des fiscalistes comme toi, que ce soit des notaires, parce que du coup, ça facilite les échanges et ça permet de se constituer un réseau de qualité et un réseau de professionnels sur qui on peut compter quand on a des questions précises et pointues. On va Tout profiter à fait. justement de ce live pour répondre à ces questions. Pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier, toi? Je me suis lancé dans l'immobilier par hasard. C'est un copain qui m'a dit, mais achète de l'IMO, tu verras, tes locataires rembourseront ton prêt. Voilà. D'accord. Simple, hein, simple et efficace. Ce copain, il s'avère que c'est mon meilleur ami et qu'il est agent immobilier. Donc c'est un des rares agents immobiliers que je trouve sympathique. J'égratigne toujours un peu les agents immobiliers au passage. Bon, c'est pas méchant. Voilà. Donc il m'a dit ça tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans l'immobilier il y a plus de 20 ans en achetant un premier bien à Villeurbanne. Ok, super. Super. Après, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. C'est une question de réseau, une question de feeling aussi. Donc, c'est clair que c'est important de s'entourer des gens avec qui le courant passe parce que sinon, c'est compliqué d'avoir une relation sur la durée avec des gens avec qui tu t'entends pas. On va commencer du coup dans le dur avec la première question. On a eu pas mal de questions sur mon message privé, donc pour le live de ce soir. La Hum. première question, c'est si tu achètes une maison dans laquelle il y a déjà des locataires et que tu souhaites la récupérer pour toi ou pour l'exploiter, quels sont les motifs que tu peux invoquer pour pouvoir récupérer le bien? Alors, on va rappeler déjà quel est le régime général des baux, puisque pour les baux d'habitation, il va falloir donner un congé pour mettre fin au bail. Et le bail ne prendra fin qu'à l'issue de la date mentionnée sur le dit bail. Donc si c'est un bail d'habitation en location nue, la durée minimum est de 3 ans. Et si vous venez simplement, ça c'est mon chat qui fait tomber tout, désolé. Donc il commence un peu à pleurer. Voilà. Donc si on veut si on veut donner congé et que le locataire est rentré depuis seulement un an et que c'est un bail de 3 ans, il va falloir attendre encore 2 ans pour pouvoir mettre la personne dehors entre guillemets. En réalité, on met personne dehors, on donne congé et les trois motifs de congé sont les suivants. Congé reprise pour habiter, mais là c'est pour l'exploiter. Congé reprise pour vendre parce qu'on voudrait le vendre vide de tout occupant, mais là c'est pas le cas non plus. Et congé reprise pour motif légitime et sérieux et la plupart du temps, le motif légitime et sérieux, c'est le non-paiement des loyers. Donc, il n'existe pas de congé reprise pour exploiter le bien ou le mettre en location autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est important de le souligner parce que des fois, on pense que quand il y a un locataire en place, on va pouvoir le récupérer pour mettre des loyers plus chers ou pour faire un autre type d'exploitation. Même pour soi, au final, c'est très compliqué de récupérer son bien. Ça peut être compliqué dès lors que le locataire souhaite rester dans les lieux tout simplement ou va contester le congé si vous donnez un congé pour un motif autre puisque votre congé ne sera tout simplement pas valable. Donc si la personne est là depuis de nombreuses années par exemple et qu'elle a un loyer largement sous-évalué par rapport au prix du marché, vous allez avoir du mal potentiellement à la faire partir. D'accord. Et si tu l'exploites en location meublée, du coup, sur des durées plus courtes, parce que les baux sont plus courts, non? Quand tu l'exploites en location classique mais meublée, ça peut être des baux de 1 an ou des baux de 9 mois. À ce moment-là, est-ce que tu peux récupérer à l'issue du bail ton bien? Le bail meublé d'un an, c'est du bail d'habitation. Donc c'est exactement le même processus et il faut donner un congé. Et le bail auquel tu fais allusion, c'est le bail mobilité qui dure de 1 à 10 mois. Et le bail mobilité ressort aussi de la loi de 89 sur les baux d'habitation. Par contre, normalement, il n'est pas renouvelable. Donc sur du bail mobilité, en théorie, la personne doit partir à l'issue du bail,
Ça, c'est clair et net. Elle ne peut pas se maintenir dans les lieux. En pratique, D'accord. si elle se maintient quand même, il va falloir engager une procédure d'expulsion. Mais le bail mobilité va vous permettre de récupérer le bien à l'issue du bail. Sur les baux étudiants, c'est pareil, qui sont de 9 mois? Alors, les baux étudiants de 9 mois, j'ai vu ça récemment, mais je connais pas de statut spécial du bail étudiant de 9 mois. En tout cas, je vois pas en quoi ce bail serait différent d'un bail d'habitation classique. D'accord, ok. D'accord. Deuxième question, j'ai un immeuble de rapport acheté en nom propre. Quelle stratégie pour mettre à l'abri ma femme et mes enfants pour la succession? Clairement, je ne sais pas, parce que ça dépend en fait de la situation personnelle de l'investisseur. Est-ce qu'il a en nom propre tout seul? Est-ce qu'il a acheté en indivision avec sa femme? Quel âge a-t-il? Est-ce que l'immeuble est déjà remboursé ou pas? Donc pour ça, c'est clairement de la stratégie patrimoniale qu'il faut mettre en œuvre. Quel est son contrat de mariage? Est-ce qu'il est seulement marié? Est-ce qu'il est pacsé? Donc il y a énormément de choses à voir dans ce cas précis. D'accord. Et enfin, s'il l'a acheté seul, pardon, et pas en indivision, dans ce cas-là, ça dépend du contrat de mariage. Ça dépend du contrat de mariage. Bah, pas uniquement, comme je le disais, ça dépend aussi du point de savoir s'il est complètement remboursé ou pas. Est-ce qu'il va vouloir l'apporter à une SCI ou le revendre à une SCI dans laquelle seraient déjà inclus sa femme et ses enfants? C'est le genre de question typiquement complexe qui nécessitera une analyse complète du dossier. D'accord, ok. Et le protéger même par rapport à quoi? C'est pas les mêmes Oui. risques si on est chef d'entreprise et qu'on est caution de sa boîte qui peut couler que si on est salarié, fonctionnaire et là quel risque en fait peut-on avoir? Ouais. Ok. Ok, ok, très bien. Je pense que c'est plus du cas par cas, ça tu peux pas répondre, c'est trop général. Enfin, c'est justement, tu peux pas faire une réponse généraliste, ça va être vraiment en fonction de la situation patrimoniale des gens, leur situation professionnelle, voilà, de plusieurs éléments que tu peux pas maîtriser comme ça sur une question aussi ouverte. Tout à fait. On passe à une question. Alors il y a un peu de tout, hein. Tout est Il y un a de peu tout. plus ou moins. Il y en a sur lesquels je ferai sans doute l'impasse aussi. Sinon, ça pourrait durer trop longtemps de toute façon. Mais vas-y, je te laisse poursuivre. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, nous les mettre en commentaire juste en dessous. On y répondra s'il nous reste un petit peu de temps. Si tu as une SCI avec un associé qui a une personne qui est majoritaire et gérant, est-ce que lui il peut prendre les décisions seul ou alors est-ce qu'il a besoin quand même de la décision de son associé en assemblée générale, par exemple, pour une Les, vente? déci- les décisions les plus importantes, de toute façon, doivent être prises par les associés. Ça, c'est clair. Ensuite, le fait de savoir s'il va pouvoir décider seul, entre guillemets, il pourra décider seul s'il est majoritaire et que la majorité dont il dispose est supérieure à celle prévue par les statuts. Donc, en résumé, ça va dépendre de la rédaction des statuts. D'accord. Et dans une SCI, il n'y a qu'un gérant, il ne peut pas y avoir un gérant et un président comme sur Et une SAS. sur une Ah, ESS, on bon, peut très bien. avoir un président et un directeur général. Par contre, dans une SCI, on peut avoir des co-gérants. Ok, Donc, très bien. plusieurs gérants, c'est possible. Régulièrement, je suis amené à constituer des SCI avec plusieurs gérants. Ok, super. Bah, c'est un peu, enfin, souvent les gens, quand ils sont à 50-50, ils essayent bien souvent d'être co-gérants. Peut-être que pour la gestion, c'est un peu plus simple. Après, ça dépend encore une fois de tout à chacun. Mais c'est vrai que lorsque tu te retrouves à deux associés qui sont pas de la même famille, par exemple, si tu achètes avec un ami, souvent, ils vont essayer d'être à 50-50. Après, ça dépend encore une fois des répartitions, des stratégies pour investir. Vous avez un petit tip que je vais vous donner pour l'investissement. Quand vous avez des répartitions différentes sur les parts, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une personne qui a 80% et une autre personne qui a 20%, ben, il est probable que la banque ne prendra pas en compte la personne qui a 20%. Des fois même qu'il la prendra même pas en tant que caution et surtout, la délégation qu'il aura, le pouvoir d'emprunter dans l'agence qu'il va solliciter ne sera pas impacté s'il a moins de 25%. Donc ça dépend vraiment des banques. Mais vous pouvez retrouver des banques qui utilisent ça et vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir investir des montants importants. C'est-à-dire que vous allez vous associer avec une personne sur 20% des parts au lieu de faire du 50-50 et vous n'allez pas impacter
votre endettement et vous n'allez pas non plus impacter le pouvoir de délégation qu'a la banque à vous octroyer. Donc, ça peut être une stratégie importante. Ça Nouvelle dépend question. effectivement des banques. Tu fais bien de le souligner parce que dans certaines banques, le seuil est fixé à 10%. Donc, en dessous de 10%, bien souvent, ça permettra aussi à l'associé minoritaire d'éviter d'être caution. Et ça, c'est pas négligeable. Là, pour le coup, je vous donne aussi une astuce. Bien souvent, j'entends dire, oui, mais moi, je peux pas faire de SCI, je suis tout seul. Mais en réalité, bien sûr que si, vous pouvez faire une SCI. Il vous suffit de donner une part sociale sur 1000 ou même 10 000 parts sociales à quelqu'un, votre sœur, votre beau-frère, votre cousin, votre meilleur ami. Du coup, avec une seule part sociale, la banque, dans l'immense majorité des cas, ne sollicitera pas la caution de l'associé qui est ultra minoritaire. Vous serez quand même deux associés et donc vous pourrez faire la SCI sans utiliser l'artifice, et arrête-moi si je me trompe, qui a constitué une holding qui est une coquille vide, chose qui à l'heure actuelle est beaucoup moins bien finançable par les banques. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. En fait, si vous faites des montages trop complexes, euh, pensez qu'en face de vous, l'interlocuteur que vous avez, c'est ce qu'on disait en amont de slide, enfin, au début du live en tout cas, essayez de vous constituer un réseau de professionnels et de gens qui investissent. Parce que si vous tombez sur des gens qui n'investissent pas, vous allez avoir beaucoup de mal à leur expliquer ce que vous faites. Et du coup, ça va être très compliqué de leur faire comprendre comment vous investissez, quelle stratégie vous utilisez. Donc, restez le plus simple possible pour pas risquer un refus de prêt. Essayez d'être très simple et surtout d'expliquer, de savoir expliquer ce que vous utilisez parce qu'il y avait des gens qui sollicitaient, moi, quand j'étais à la banque et aujourd'hui encore sur nos accompagnements, ils savent pas pourquoi ils veulent faire une SCI, ils savent pas pourquoi ils veulent faire une holding. Tout le monde veut faire une SCI, tout le monde veut faire une holding. Mais c'est juste parce qu'ils ont entendu ça des repas de famille. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut que ça rentre dans une stratégie, que ça soit une stratégie d'optimisation fiscale, que ça soit une stratégie pour emprunter, que ça soit une association pour éviter l'indivision. Mais il faut que ça ait un intérêt de faire une SCI. Vous n'allez pas faire une SCI juste pour faire une SCI. J'ai récemment eu le cas d'un investisseur qui me sollicitait à propos de sa SCI. Il ne connaissait pas le régime fiscal de sa propre SCI. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Donc Bon, c'est pareil. étonnant, hein. Sur les STI, bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais vous avez, comme le dit Dimitri, vous avez l'IR et l'IS. C'est deux choses complètement différentes. Et pour les financements, c'est pareil. Quand vous allez opter, alors bien souvent, vous allez tomber sur des banquiers qui ne voient pas la différence. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens avertis grâce à Internet. Du coup, ils savent faire bien souvent la différence. Et si vous investissez en SCI à l'IR, c'est pas la même chose que si vous investissez en SCI à l'IS pour le financement non plus. Vous allez avoir des durées qui risquent d'être plus courtes sur des SCI à l'IS. Et vous allez avoir aussi peut-être le passage en crédit professionnel si vous achetez avec une SCI à l'IS sur des locaux pro, sur des locaux commerciaux. Donc, vous risquez de vous faire financer en tant que professionnel. Donc, c'est plus avantageux parce que vous contournez les règles du HCSF, les taux d'usure, etc. Mais par contre, c'est des durées qui peuvent être plus courtes parce qu'on est bien souvent à 15 ans, voire 20 ans grand maximum, et les apports demandés par la banque sont plus conséquents. Donc, ça doit rentrer dans une optique, dans une stratégie, mais il ne faut pas que ça reste au hasard. Il faut vraiment que vous ayez décidé de le faire et que vous anticipiez les conséquences. Parce que si vous ne savez pas quelles conséquences il y a, notamment pour le financement, c'est pour ça qu'on propose une formation sur le financement, parce qu'il y a trop de gens encore qui vont solliciter aujourd'hui des crédits sans connaître, comme tu dis, s'ils sont à l'IR, s'ils sont à l'IS, sans savoir s'ils passent en nom propre, en SCI, en société, sans savoir l'apport qu'il faut, les mensualités, leur endettement. Vous ne pouvez plus aujourd'hui faire ça. On est en 2022, on est en octobre, les banques ont du mal à prêter. Si vous ne vous comportez pas comme des professionnels, vous n'aurez pas de financement. Et si vous n'avez pas de financement, bah, vous n'aurez pas d'investissement. Donc, ça va être très compliqué. Donc, professionnalisez-vous, renseignez-vous et vous verrez, tout va mieux se passer. Acheter Et cash. n'hésitez pas. Ouais, excuse-moi, je fais un coup parce que je pense à tout à l'heure, pareil, une cliente qui nous a sollicité pour un accompagnement et qui ne prend pas d'expert comptable en LMNP. Euh, Entourez-vous encore une fois d'une équipe de pro. C'est pas parce que vous allez payer, ça va coûter 400, 500 euros de prendre un expert comptable en LMNP. Vous allez pouvoir le déduire des revenus locatifs que vous touchez. Et du coup, c'est un peu neutre pour vous. Au lieu de le donner aux impôts, vous allez le donner à une personne qui est qualifiée, qui va vous faire un bilan de qualité, qui va vous guider, qui va vous accompagner. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, Dimitri, quand il fait une consultation, c'est déductible des revenus locatifs que vous encaissez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même si vous devez payer,
à payer un professionnel, quelqu'un qui est qualifié pour pouvoir avancer. Vous allez voir que le gain il va être supérieur à ce que ça vous coûte. Il ne faut pas regarder toujours le coût que ça peut avoir. Il faut regarder ce que ça vous rapporte. Vous êtes investisseur, vous pouvez être entrepreneur. Regardez ce que ça va vous rapporter, le temps que vous allez gagner et l'énergie que vous allez économiser et le gain que vous allez avoir au niveau financier aussi. Parce que quand vous investissez dans un rendez-vous avec une personne, quand vous investissez avec quelqu'un, ou quand vous investissez dans quelque chose, ça doit vous rapporter de l'argent en tant qu'entrepreneur ou investisseur. Euh, on enchaîne maintenant que la partie est finie. Quel bail, Dimitri, pour du co-living, pour inclure des prestations de services, ménage, salle de muscu, tout ce qu'on peut Bah, avoir, par exemple, sur la casa. il faut un bail tout à fait spécifique. Moi, j'ai pas rédigé de bail de co-living. Je me suis arrêté au bail de colocation. Donc là-dessus, quel bail? Il va y avoir un bail avec des prestations de services additionnelles et je pense qu'on va tomber du coup pas loin de la para-hôtellerie. Donc il va falloir une structure spéciale parce que je pense qu'il pourra y avoir aussi des services soumis à TVA. Le co-living, ça se développe pas mal, mais tel que je le vois pratiquer la plupart du temps, des structures assez importantes. Ouais, Donc vous avez un problème au niveau du son. désolé. Du coup, comme c'est le téléphone portable, on a essayé de me joindre. Voilà. Donc je le disais, j'ai pas de bail spécifique pour ça. D'accord, ok. Euh, comment on peut ajouter une clause dans le bail pour le choix du fournisseur d'électricité? Est-ce qu'on peut rajouter une mention, quelque chose là-dessus? Le locataire doit avoir le choix de son fournisseur d'électricité, si c'est la question posée. Ouais, c'est Donc, ça. euh, si c'est par rapport à j'avais mis un forfait de charge et puis maintenant je voudrais rajouter une clause dans mon bail pour dire que c'est le locataire qui paye l'électricité, c'est tout faux parce que c'est trop tard et dès le départ, normalement, le contrat de souscription de fourniture d'électricité aurait dû être souscrit par le locataire puisqu'il devait avoir le choix de son fournisseur. Voilà. Et comme fournisseur, moi, je vous dis, prenez l'opérateur historique et arrêtez de souscrire auprès des alternatifs qui produisent rien ou presque. Pour moi, c'est une gigantesque arnaque aux frais du contribuable. Je ferme cette petite parenthèse. D'accord, ok. Et du coup, comment tu gères quand tu as un bien dans lequel il y a plusieurs colocataires Le et que premier c'est toi entrant qui... choisit le contrat. D'accord. Et toi, si tu le prends à ton nom, après, tu te retrouves piégé. Du coup, tu peux plus rien Ah, facturer. c'est mal parti. Déjà, t'es pas censé le prendre à ton nom, même si en pratique on le fait souvent, puisqu'on va facturer. Mais normalement, on peut pas refacturer l'électricité. C'est pour ça que on est obligé souvent de bidouiller dans les baux de colocation, puisque le législateur n'a rien prévu là-dessus. C'est débrouillez-vous. Le bail de colocation, il y a 3 lignes dans la loi de 89 dessus. Donc, en gros, c'est le principe. Le colocataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'énergie. En pratique, vous n'allez pas mettre un compteur d'élec par chambre, évidemment. D'accord? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, le premier entrant souscrit le contrat et ses potes, il lui verse chaque mois le prorata d'électricité. S'il y a 3 chambres, vous divisez par 3. S'il y en a 4, vous divisez par 4. Mais en revanche, vous n'êtes pas censé le choisir à la place des colocataires. Pas facile. Ouais, j'ai eu le cas dans une des colocs là, où la personne qui a pris le contrat à son nom ne s'est jamais fait rembourser. En fait, ils ont eu une super grosse facture. Tous les colocataires sont partis, il ne s'est pas fait rembourser. C'est pour que je l'ai remboursé parce que ça fait longtemps qu'il était là. Mais voilà, personne ne voulait payer l'électricité. Alors le pire, on a encore mieux qui se développe en ce moment, c'est assez drôle, mais je l'ai vu plusieurs fois dans mon groupe Jurissimo Invest. Il y a des petits malins qui, parce qu'ils bénéficient d'un contrat avec un forfait de charge incluant l'électricité, donc ça veut dire que le bailleur a, a mal anticipé la chose, ou n'y avait pas pensé, du coup ils en profitent pour recharger leur véhicule électrique sur l'appart. Ouais, ça Eh peut, bah, oui, aujourd'hui, ça peut arriver, hein. eh ben c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu 2 fois la remarque. Et quand tu recharges une Tesla alors que tu as un forfait de charge, le propriétaire là, je peux te dire qu'il grimpe au plafond, hein, parce que ça lui coûte une blinde. Ok? Donc il y a des locataires qui sont assez malins et retors. Et puis ensuite, est-ce que c'est une utilisation normale de l'appartement ou pas? Bien malin qui pourrait le dire. On a eu un débat là-dessus dans mon groupe et moi j'aurais tendance à dire que non, mais ça va dépendre de la façon dont est rédigé évidemment le contrat de bail.
Donc, attention les gars, vous n'êtes pas à l'abri qu'un petit malin achète une voiture électrique et s'il a un forfait de charge chez vous en tant que locataire, recharge toutes les nuits son véhicule. D'accord. Et du coup, une fois que tu as un forfait, par exemple, de 100 euros, bah, tu pourras pas lui refacturer même s'il en consomme 200. Tu peux pas l'augmenter, c'est un forfait. Ok. Et tu peux pas faire de régule, tu peux rien faire du tout. Ah bah non. Donc, tu te retrouves bloqué. Donc, le mieux, c'est effectivement que vous ayez un locataire qui prenne le contrat à son nom et après qui s'arrange avec les autres locataires ou colocataires pour payer ce que chacun doit. Et ça peut être complexe, voilà. Donc, ça, c'est toujours une problématique qu'on peut rencontrer dans les colocations, dans les colonies. Tout à fait. Voilà. Les baux de coloc sont-ils exemptés de stationnement pour contourner le PLU? Au niveau PLU, est-ce que par exemple, si tu as un T3 qui est divisé en trois chambres, est-ce qu'il y a une place de parking obligatoire pour chaque chambre? Alors, ils ont bien marqué 3 studios et pas 3 chambres. C'est pas la même chose. D'accord? Alors, Donc, sur la le question, il y avait marqué 3 studios. Mais comme ouais, c'est pas 3 studios officiels, c'est de la division officieuse, je suppose, ils ont ben, mis 3 chambres. la question est, je vais répondre à la question de deux façons. Par hypothèse, un bail de colocation ne correspond pas à une division officielle. D'accord? Donc, si on fait un bail de colocation et qu'il y a des parties communes, vous n'êtes pas soumis aux règles d'urbanisme en matière de plan local d'urbanisme, vous obligeant à la création de places de parking. Par contre, si c'est une fausse colocation et qu'en pratique vous avez vraiment divisé le logement, vous devez créer des places de parking. Alors les plus malins qui sont un peu tangents, ils vont faire des mini-studios et ils vont laisser une buanderie ou une cuisine commune qui sera utilisée ou pas, ou un salon commun. Après, vous prenez vos risques. Si la mairie estime que c'est de la division qui n'est pas déclarée, vous pourrez être contraint de créer des places de parking. Donc faites bien attention à ça. Le principe, une colocation, tout ce qu'il y a de plus régulière, pas de place de parking. Une colocation avec de la division divisée, en cas de conflit, place de parking. Ok. C'est important de le souligner parce que c'est vrai que beaucoup d'investisseurs, moi je vois des gens qu'on accompagne, ils font des divisions officieuses. Officieuses, ça n'existe pas normalement, mais Bah par si, exemple, là dans le officieuse, cas c'est d'une quand c'est pas maison, déclaré, ça existe, hein. et du coup, tu as une maison, ils divisent en 3, 4, 5 apparts studette. Bah, du coup, tu n'es pas content aux places de parking, tu n'as pas de compteur pour chaque logement, mais il n'y a pas de partie commune. Donc, voilà, c'est un petit peu le moyen de contourner les règles qui sont en place. Alors après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que voilà, si jamais vous voulez faire quelque chose de division officielle, vous allez être contraint par le PLU bien souvent d'avoir des places de parking, d'avoir des espaces verts. Vous avez une réglementation qui est assez stricte et qui vous empêche bien souvent de faire des divisions. Sinon, on pourrait diviser comme on faisait encore il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de maisons, moi je suis en Ile-de-France, il y a beaucoup de maisons qui sont divisées. Vous avez le rez-de-chaussée qui est loué, enfin le sous-sol qui est loué en petit studio ou en T2. Aujourd'hui, les mairies commencent à faire attention, notamment avec le permis de louer. Donc faites attention à ça. Ça peut être très encadré dans certaines communes et vous pouvez vous retrouver embêté. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. On a vu des questions, j'ai vu. Il y a eu pas mal Alors, de remarques et de questions. J'ai vu défiler tout ça. est-ce qu'un Euh, contrat EDF peut être souscrit par plusieurs personnes, par exemple le nombre de colocataires? je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je je pense pas, moi. Ou alors si, peut-être si vous êtes deux, vous pouvez peut-être le prendre, mais après 3, 4, je ne sais pas si EDF autorise effectivement. J'en Bonne question. J'ai jamais eu ce cas-là. ai pas d'idée là-dessus. On va avancer. Donc, autre question, est-ce qu'en LMP, l'exonération de plus-value est valable si on vend dans les 5 ans sans dépasser 90 000 euros de loyer? C'est une exonération. Il faut déjà avoir exercé en qualité de loueur meublé professionnel pendant 5 ans, continu ou discontinu. D'accord? Mais la doctrine de l'URSSAF serait actuellement une fois qu'on est LMP, on reste LMP. Mais bon, c'est discutable, il n'y a pas de décret. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Donc, on sera potentiellement exonéré d'impôts sur la plus-value, mais par contre, on paiera des cotisations sociales sur la partie amortissement du bien. Donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le reperdez de l'autre. En D'accord, gros. donc il y a
pas de réel intérêt à faire ça. Parfois, on n'a pas le choix, hein. Une fois qu'on est passé LMP, on subit les règles de la plus-value en loueur meublé professionnel. Ok. Ok. Euh, Effectivement, il y a un seuil, c'est-à-dire qu'en dessous du seuil, je crois, de 80 000, on est exonéré en totalité. Entre 90 et 120 ou 126, je sais plus exactement, il y a une exonération partielle. Ceci étant, le régime est encore plus complexe que ça, sinon ça serait trop simple, bien évidemment, puisqu'on a une double possibilité d'exonération. Alors, je crois que c'est l'article 151 7 du Code général des impôts, de mémoire, je suis pas sûr du tout, qui prévoit une exonération au bout de 5 ans. Et il y a un autre article qui prend le relais pendant les 10 années suivantes, puisqu'il y a un abattement forfaitaire de 10% par an. Donc au bout de 15 ans, on peut être totalement exonéré. Les deux articles se combinent. Mais ça n'a pas d'impact sur les cotisations sociales à verser à l'URSSAF. ok. Et plus on Ok. attend longtemps, plus il y a d'amortissement, et plus il y a d'amortissement, plus on paye de cotisations à l'URSSAF en cas de plus-value. Enfin, en cas de vente, puisque ça génère automatiquement de la plus-value URSSAF. Voilà. Après, ça dépend. Il faut faire ses calculs parce que peut-être que les cotisations ne sont pas aussi élevées que la plus-value que tu pourras payer. Tout à fait. Il y a des calculs à faire. J'en profite puisqu'on est sur le LMP, qu'il y a toujours beaucoup de questions et je sais que dans le précédent live, tu nous avais déjà répondu, mais pour les gens qui sont là ce soir et qui n'ont peut-être pas vu le précédent live, est-ce que tu peux nous dire, quand tu es en LMNP, les conditions pour passer en LMP? Oui, bien sûr, elles sont assez simples et au nombre de deux. Déclarer plus de 23 000 euros de revenus locatifs meublés annuels, charges comprises, première condition. Deuxième condition, que le montant de vos revenus locatifs meublés, annuels, charges comprises, soit supérieur au montant des revenus professionnels du foyer fiscal. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de me parler des 50% du revenu global. C'est un bon gros gloubi-boulga qui ne veut rien dire. Donc, c'est simple. Vous regardez combien vous encaissez de loyer meublé, charges comprises, c'est-à-dire les charges refacturées aux locataires, par exemple 31 500, et vous comparez à vos revenus d'activité professionnelle. Attention, vous prenez vos revenus d'activité professionnelle déjà au sein du foyer fiscal. Donc, si vous êtes pacsé ou marié, c'est les revenus de monsieur et madame. Vous les ajoutez et vous regardez surtout le revenu fiscal de référence dans la colonne la plus à droite de votre avis d'imposition, puisqu'on prend les revenus après abattement des 10% ou après déduction des frais réels. Ne vous faites pas avoir à ce niveau-là. Et donc là, dans mon exemple, si on est à 31 500 de revenus locatifs meublés, mais qu'on est à 42 000 dans le revenu fiscal, dans la colonne la plus à droite, eh bien, vous êtes tranquille, vous restez à la MNP. Si vous dépassez les 42 000, avec vos loyers meublés, si vous êtes à 45, vous passez automatiquement LMP. Après, je rentre pas, il y a encore d'autres considérations spécifiques pour la location courte durée, mais on pourrait tenir une demi-heure rien que sur le sujet. Mais c'était important au moins de le préciser parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui nous sollicite tout le temps pour ça, pour les conditions du passage de LMNP à LMP. Ça en inquiète plus d'un alors que voilà, je pense qu'il faut pas. Je regarde, on a deux autres questions. Je dois signer un acte d'achat pour un appartement ce mois-ci. Les travaux ont été votés par l'Assemblée générale au mois de juillet. Les appels de fonds se font en septembre, octobre, novembre. Qui doit payer les travaux? Le vendeur ou l'acquéreur? Je me souviens jamais de ça. C'est déjà, faudrait relire les actes, le compromis, et il y a un principe général, et ensuite il y a des dérogations possibles. Donc je pense qu'il faudrait déjà commencer par un livre à nous conseiller spécial LMNP. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par relire les actes pour voir ce qui a été prévu dans le compromis et dans l'acte définitif. Mais tu connais peut-être le principe, d'ailleurs, tu t'en rappelles peut-être mieux que moi. C'est exactement ça. En fait, ça va être une négociation que vous pouvez avoir avec le vendeur. Normalement, c'est celui qui a, quand il a signé et que quand il y a les appels de fonds, qui va payer. Mais vous pouvez, ça peut rentrer dans le cadre d'une négociation avec le vendeur. Donc ça va être à vous de voir. Vous pouvez le négocier en tout cas. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, sur un des biens que j'ai acheté, il y avait des travaux qui ont été votés. Avant que je sois propriétaire, avant que je signe l'acte authentique, j'ai négocié pour qu'il reste à la charge du vendeur. Donc ça va être à vous de gérer et de négocier avec le vendeur, avec le notaire, avec l'agent IMO, de voir ce que vous pouvez faire. Mais encore une fois, c'est comme quand vous le séquestre que vous versez quand vous achetez,
il n'y a pas de mention légale. Ça va être à vous de négocier avec le notaire, avec l'agent IMO ou avec le vendeur en direct pour négocier le montant que vous allez bloquer. Il n'y a pas de 5 ou 10% qui sont obligatoires. C'est des bêtises. Je pense que tu peux nous le confirmer, Dimitri. C'est une Mais négociation et de la pratique. voilà, il n'y a pas de mention légale. Donc, ça va rentrer dans le cadre d'une négociation avec le vendeur. Vous pouvez lui dire que vous avez besoin de vos fonds qui sont actuellement placés, que vous touchez une rémunération et que vous n'avez pas envie de les sortir de suite. Ça peut être le moyen de négocier le fait de ne pas verser beaucoup d'apports, beaucoup de séquestres, pardon, notamment si vous faites des investissements sur des biens importants, sur des montants importants. Ça peut être une solution. Autre question, si on a un bâti a été construit sans l'accord de la mairie, au bout de combien de temps celui-ci devient accepté ou pris en compte par la commune? Est-ce qu'il y a un délai à partir du moment où tu régularises cette situation? Euh, à partir du moment où on régularise, là j'ai Ouais, l'impression en qu'il fait, régularise pas et qu'il mise plutôt sur une sorte de prescription. voilà. En fait, la question, je pense, c'est si tu construis un bâti légalement, une petite maison dans le fond de ton jardin, une petite sudette, et que tu la loues, à partir de combien de temps la mairie dit que c'est bon, ça fait 10 ans que tu l'as construit, maintenant c'est validé, c'est comme ça. Là, je ne sais pas, très clairement. C'est plutôt du droit de l'urbanisme que du droit immobilier. Et dès que c'est du droit de l'urbanisme, moi je botte en touche. J'ai une amie avocate qui adore le droit de l'urbanisme et qui est ravie de s'occuper de ce genre de cas. D'accord. Bon, pour moi, je crois, si je dis pas de bêtises, mais après à vérifier, qu'il n'y a pas de délai. Je pense que même au bout de 10 ans ou 15 ans, je crois que ça relève du pénal et du coup que si la commune s'en aperçoit, peut vous obliger à le détruire. Encore une fois, à vérifier. Tu as raison sur au moins un point. Ce qui est certain, c'est que les constructions illégales peuvent vous amener devant le tribunal correctionnel, hein. Donc les mairies rigolent pas trop avec ce genre de choses. Creuser une piscine dans son jardin sans autorisation et refuser, si on n'a pas d'autorisation de la reboucher, ça peut être pénal. Donc il y a tout un tas d'infractions au code de l'urbanisme qui relèvent du droit pénal. Faites attention à ça. Et ne misez pas trop sur le fait qu'au bout de 5 ou 10 ans ou 15 ans, vous serez tranquille. En tout cas, je vous le déconseille vivement. Après, il y a certaines situations où vous apercevez quand vous achetez un truc que ça, il y a eu une construction il y a 40 ans, vous n'y pouvez pas grand-chose. Donc là, je pense qu'on peut être tranquille. Ouais, c'est clair. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai eu le cas, j'ai déjà eu le cas, en fait, j'avais construit un escalier extérieur en béton. Et puis, bah, quelqu'un m'a gentiment dénoncé auprès de la mairie. En fait, le premier bien que j'ai acheté, je ne savais même pas qu'il y avait des règles qu'il fallait pour un escalier aller voir la mairie et faire une demande préalable de travaux. Donc, j'ai fait mon escalier tranquillement. Et puis, j'ai reçu un courrier sympathique. Et c'est là qu'il y avait marqué que c'était des poursuites au pénal. Puis après, c'est compliqué. Ça rentre dans le cadre, encore une fois, d'une négociation avec la commune. J'ai dû le détruire, j'ai dû le refaire. Donc, je vous conseille d'anticiper tout ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, voilà, on propose aussi aux gens de les accompagner sur l'investissement immobilier parce que c'est compliqué l'investissement. Et si vous ne connaissez pas certains points comme l'urbanisme, eh ben, vous pouvez vite faire des conneries qui vous coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc, vaut mieux des fois se faire accompagner, payer une personne une prestation et après avancer sereinement plutôt que avancer seul et faire des conneries qui peuvent vous coûter cher. Alors après, c'est en faisant qu'on apprend aussi. Je pense que tu en as fait aussi, même, enfin, moi-même avec mon métier, j'ai travaillé 15 ans dans la banque. Même comme ça, sur le crédit, le premier crédit que j'ai fait, j'ai mis trop d'apport. J'ai emprunté sur une durée plus courte que ce que j'aurais pu faire. Donc, j'ai fait des conneries parce que je n'étais pas investisseur. On a tous fait des erreurs. Voilà. Mais on apprend de ses erreurs. On avait une question pour revenir sur les 23 000, nous demandait si 23 000 euros de revenus meublés en saisonnier, si c'est pareil, je pense. Je sais pas si c'était ça Non, la c'est question. pas pareil, puisqu'au-delà de 23 000 euros de revenus en courte durée, donc du meublé saisonnier, c'est de la courte durée par hypothèse, là, il faut s'immatriculer auprès de l'URSSAF. Même si globalement, on passe pas LMP. Donc, il y a des règles spécifiques sur la location courte durée, et ce, depuis 2017. D'accord, super. On avait une autre question, mais tu y as répondu. C'est le revenu brut avant abattement du foyer fiscal pour comparer les recettes élémentaires. Non, pour comparer, c'est le revenu net après déduction des frais réels ou abattement des 10%.
Ok, super. Super, je regarde si je vois d'autres questions dans le fil. Euh, je vois pas. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui aux gens qui veulent se lancer, Dimitri? À quel niveau? Bah, dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Euh, Bah déjà de se renseigner, hein, de pas avoir peur de se lancer, ça c'est une bonne chose. Éventuellement, s'ils sont débutants, s'ils sont des grands débutants qui se lancent justement, peut-être pas partir sur des projets trop ambitieux dès le départ. Je vois parfois des choses moi qui me font dresser les cheveux sur la tête. Hein. J'ai encore rien acheté, je vais emprunter 700 000 pour un immeuble de rapport. Je trouve ça démentiel. Mais bon, ok, chacun son truc. Donc voilà, il faut se faire. Alors pour des choses simples, si vous achetez une studette pour la louer en location nue, vous pouvez à la limite le faire tout seul. Si vous partez sur des projets plus complexes, vous pouvez vous faire accompagner. Donc il y a des formateurs, il y a aussi des coachs. Vous pouvez lire. Lire, c'est bien parce que ça coûte pas cher. Donc il y a pas mal de littérature et de plus en plus de livres écrits par des investisseurs. Et du coup, ça c'est pratique parce que vous aurez un point de vue justement de quelqu'un qui est déjà passé par toutes les étapes. Donc, pour certaines personnes, ça va être suffisant. D'autres personnes vont avoir besoin d'être accompagnées pour avoir un petit coup de pied aux fesses pour passer à l'action. Vous pouvez aussi profiter d'énormément de ressources gratuites sur Internet. Donc ça, c'est bien. Seulement, sélectionnez correctement vos sources. Si c'est pour faire des travaux, j'ai envie de vous dire, normalement, sur les travaux, vous aurez des chaînes YouTube et on va pas vous dire de grosses bêtises sur les travaux. Si vous commencez à écouter tout et n'importe quoi sur le juridique ou le fiscal, moi je le vois bien, hein, ce qui se passe sur Internet là-dessus, ça regorge de grosses bêtises pour rester poli dans le cadre d'un live, même si on n'a pas trop d'enfants qui nous écoutent. Donc clairement, là-dessus, dès que c'est du juridique ou du fiscal, écoutez des gens dont c'est le métier. Idem pour le financement. Écoutez des gens dont c'est le métier. Idem pour la comptabilité. Commencez pas à vouloir faire vous-même votre comptabilité si vous n'êtes pas comptable ou expert comptable. Ce sont des métiers. On ne fait pas des années et des années d'études pour s'improviser comme ça, expert comptable ou avocat ou notaire ou même conseiller en gestion de patrimoine en 2 temps, 3 mouvements, en ayant regardé 3 vidéos et lu 2 blogs. Ok. Bon, par contre, un tuto pour vous apprendre à lisser un enduit, ça me semble déjà plus accessible, même si moi je sais pas le faire. Donc moi ça, je considère que peindre un mur pour qu'il n'y ait pas de coup de pinceau, c'est un vrai métier, je suis pas capable de le faire. Ok. Donc chacun sa spécialité. Pour débuter, pour résumer, préalable, déjà, s'informer et se former un minimum avec des ressources gratuites ou payantes, dès lors que vous vérifiez la qualité de ceux qui vous les fournissent. Et ensuite, deuxième impératif, le passage à l'action. Alors, toi, je sais que ton domaine d'activité quand même principal, c'est le financement. J'ai un conseil de bon sens aussi. Ne vous lancez pas sur des projets importants si vous n'avez pas suffisamment de trésorerie. C'est bien de vouloir faire du 110%, sauf que maintenant c'est un petit peu plus compliqué, il faut le dire quand même. Et puis surtout, l'autre fois, j'ai une cliente qui était coachée par quelqu'un dont je tairai le nom par charité chrétienne, et la cliente se lançait sur 2 achats d'immeubles de rapport à environ 300 000 par immeuble, avec environ 150 000 de travaux par immeuble, et en trésorerie, elle avait 6 000 euros. Moi, j'ai dit non, non, jamais vous y allez, hein. Vous pouvez pas faire ça, c'est juste pas possible. Déjà, le banquier, s'il n'est pas débile, il va pas vous prêter l'argent pour faire ça. Donc, à la limite, vous faites un projet en nom propre et l'autre, vous le faites avec un associé qui a des fonds. Parce que si vous êtes planté par un artisan et qui vous avez fait une avance de 20 000 euros de travaux et qui part avec l'argent ou qui dépose le bilan, c'est fini pour vous, puisque vous n'avez que 6 000 euros de côté. Donc, vous n'irez jamais au bout de vos travaux et votre Hmm. projet s'effondre. Donc, il y a quand même des règles de bon sens à avoir et là, c'est aussi le rôle d'un professionnel comme moi, même si j'étais sorti un petit peu du côté juridique dans ce cas précis, et là, je suis sûr que tu aurais dit exactement la même chose que moi, cette personne. Donc, ne faites pas n'importe quoi, aussi sur le côté financement. Il faut faire attention, vous engagez des sommes qui sont importantes, vous engagez sur des montants très importants des fois. Euh, alors, certes, il y a encore du 110%, c'est très rare. Déjà, c'est beaucoup plus rare qu'il y a un an ou qu'il y a 2 ans.
c'est déjà compliqué à aller chercher. Vous pouvez encore aller le chercher. On vous donne le nom des banques qui le font encore dans nos messages privés ou dans nos coachings. Mais il faut que vous ayez de la trésorerie. Si vous voulez devenir investisseur, vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas d'épargne. Déjà, le fait d'avoir de l'épargne, même si vous ne le mettez pas sur vos projets, que la banque accepte de vous financer à 100% ou à 110%, vous devez montrer à la banque que vous êtes un bon trésorier, que vous arrivez à mettre de l'argent de côté tous les mois, que vous avez de l'épargne, que vous n'êtes pas un fou furieux qui arrive sur le marché et qui veut acheter tout ce qui bouge. Vous devez vous comporter comme un professionnel. Tout ce qui bouge pas s'agissant des immeubles. Tout ce qui bouge pas, c'est mieux dans l'immobilier. Mais en tout cas, voilà, comportez-vous comme un professionnel, ayez de la trésorerie disponible. Même si vous l'utilisez pas et que vous voulez pas l'utiliser, j'insiste. Mais aujourd'hui, la banque va vouloir que vous montrez que vous êtes impliqué, que vous êtes engagé dans votre projet. Elle vous accompagne sur un bien peut-être à 300, 400, 500 000, 1 million. Elle a besoin de voir que vous êtes capable de mettre 10% pardon, ou 15% ou 20% dans votre projet. Elle a besoin de voir que vous croyez en ce que vous faites. Elle s'engage à vous prêter de l'argent qui n'est pas le vôtre. L'argent ne vous appartient pas. Donc, si elle s'engage, montrez-lui que vous aussi vous êtes engagé, que vous êtes capable de mettre de vos fonds propres, des fonds qui vous appartiennent pour pouvoir avancer sur vos projets. Et ça va la rassurer, ça va lui donner envie de vous suivre. Vous comportez-vous comme un professionnel, ça va lui donner envie de vous accompagner sur 1, 2, 3, 4, 5 biens, 6 biens. Si vous vous comportez comme un amateur, bah, déjà en ce moment, ça va être très compliqué d'aller chercher un financement. Et quand je dis amateur, c'est pas péjoratif. Mais si vous allez voir la banque et que vous avez, comme dit Dimitri, 3, 4, 5 000 euros de côté et que vous sollicitez un bien 300 000, le banquier en face, il va rigoler. Alors, vous pouvez peut-être faire un bien parce que, encore une fois, il y a encore des banques qui font du 110%. Même si c'est très rare, vous allez peut-être finir par la trouver. Mais c'est pas se montrer professionnel et vous n'arriverez pas à investir et à multiplier les acquisitions ensemble. Tout à fait. Formez-vous, que ce soit des ressources, comme l'a dit Dimitri, gratuites sur Internet. Après, moi, voilà, il faut faire attention quand même à Internet. Prenez des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, comme l'a dit encore Dimitri. Des revenus. Vous avez le livre, alors même si on n'est pas là pour faire de la pub, vous pouvez la faire quand même, de Daniel Vu, qui est très bien sur l'investissement immobilier. Et encore une fois, il y a des gens, voilà, je comprends, qui veulent pas mettre de l'argent, mettre certaines sommes. Un livre, c'est 25 euros, c'est 30 euros. Donc voilà, c'est à la portée de tout le monde et vous avez beaucoup de ressources, comme le disait Dimitri, que ça soit gratuit au travers des podcasts, que ça soit sur des lives comme on fait ce soir. Voilà, ne faites pas les timides, posez des questions si vous avez des questions. Alors là, on va arriver à la fin du live. Et posez des questions quand vous en avez. N'hésitez pas à participer à plein d'apéros IMO. On fait avec Dimitri, des fois on participe à des séminaires aussi. N'hésitez pas à participer à ce genre d'événement, c'est peut-être un peu moins cher et ça vous permet d'apprendre des choses. Alors c'est difficile en 1 heure quand tu es intervenant, tu le sais très bien, de faire passer beaucoup de messages, mais en tout cas, vous allez pouvoir échanger, vous constituer un réseau et peut-être qu'après, dans le cadre des échanges, encore une fois, c'est de la sympathie, des fois on s'attache avec des gens et puis il y a plein de conseils gratuits qui sont délivrés, tout n'est pas payant, rassurez-vous. Donc vous pourrez avoir plein de contenus de qualité gratuits.